Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Appelle la mobilisation autour du RAVIP dans les départements du Bénin ici et là. Une manière pour les acteurs politiques d'attirer l'attention du numéro 1 du Bénin. Interrogation, ça va effectivement dans tous les sens cette campagne pour le RAVIP. Nous en parlerons dans un instant dans le débat avec Babilas Atikpaou. Il est le directeur de publication du journal Libération. Et puis, fin de la grève dans le secteur de la santé. Les syndicalistes ont déposé des armes. Il faut croire que le chef de l'État, Patrice Talon, a su trouver les mots justes pour les convaincre. En attendant donc leur déclaration officielle, nous ferons le débat sur la question. La une des journaux sera présentée ce jour par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. À la une des journaux ce jour, nous avons les travaux en commission au Palais des Gouverneurs à Porto Novo sur le projet de loi des finances exercice 2018, la suspension des grèves dans le secteur de la santé, le recensement administratif à vocation d'identification de la population et les législatives de 2019. Dans les sports, avec Jonathan Adessi, nous parlerons des dernières prestations de la sélection nationale avec un prime. Une interview accordée à notre rédaction par Stéphane Sessegnon. Et puis, ESAUFC à 90 minutes de la qualification pour les playoffs. Nous en parlerons également. Bienvenue, bonjour. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, beau-fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. La une des journaux que nous démarrons par le quotidien de Ménotin, Fraternité. Nous démarrons par Fraternité qui affiche en manchette ce jour modernité et fiabilité de l'état civil, adhésion massive au RAVIP. Toujours avec le quotidien Fraternité, lutte contre la corruption, RAVIP et action sociale. Jeffa et l'autre nous félicitent le gouvernement. Notre voix, brouillage et piratage des médias au Bénin. Le Front pour le sursaut patriotique dénonce une attaque terroriste contre la démocratie. L'opposition dénonce la passivité de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, le HAC, et l'indifférence et ou la complicité du gouvernement. Matin libre, organisation du baccalauréat, des agents rémunérés sans aucune prestation, toujours avec le quotidien Matin libre, pour pallier le manque criard d'équipement au CNHU. Le gouvernement quémande auprès de la diaspora. L'Indépendant, mauvaise gestion, prévarication et menaces sur les pensions des retraités, une mafia de fausses évacuations sanitaires et primes d'indemnité de logement à la CNSS. Encore un douteux décaissement de 20 millions de francs CFA, toujours avec le quotidien Indépendant, épinglé dans de nombreux scandales à la direction générale de l'eau, directeur général de l'eau, chef comptable, directeur des affaires financières et complice, toujours en poste. Le ministre Adambi interpellé. La Nation, débrayage dans le secteur de la santé, l'intersyndicale suspend la grève ce jour, toujours avec le quotidien national d'information. Police républicaine, les députés s'approprient les réformes. First Info, dossier CNSS, tentative oiseuse d'impliquer Komikuche du Delirus Tremens sur fond de haine pathologique, toujours avec First Info. À propos de l'affaire dite CNSS, maintenant Laurent, il s'agit d'une opération d'intimidation politique. Le Télégramme, reprise du service des agents de santé le vendredi prochain. La motion de suspension enfin signée. Le chef de l'État aura été le grand artisan. Toujours avec le Télégramme, Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, Lucien Avorouemé, directeur général par intérim. Nous passons au quotidien Diakpata, révolution de l'asphaltage dans le littoral. Cotonou recevra 235 km de rues pavées, aménagées et arborées. Toujours avec Diakpata, dans le cadre de l'opérationnalisation du RAVIP, l'ancien ministre François Adebayo Abiola a donné le bon exemple
hier, mercredi. Le Béninois libéré, bonne gouvernance et gestion participative de la rupture. Et si Talon faisait un conclave député-ministre une fois par mois, toujours avec le Béninois libéré. Visite de travail chez François Hollande, Boniaï toujours adulé. La nouvelle tribune, conférence de presse du Front pour le sursaut patriotique. Le Front dénonce les déviances de la gouvernance du président Patrice Talon, brouillage et piratage des médias, bâillonnement de la presse, tension sociale. Nous passons à Libération à présent. 227 projets innovants inscrits dans la loi des finances 2018, des infrastructures aux normes, de la modernité à construire. L'économiste, présentation du projet de loi des finances 2018, Wadaï expose les nouvelles réformes économiques. La guérite, augmentation vertigineuse des frais de législation à s'acquitter. Le maire Pierre Adéchi sur la braise le meilleur. Piraterie des fréquences de radio, Idriss Oubako et 14 députés interpellent le gouvernement. L'autre quotidien pour finir. Performance de l'économie béninoise, la direction générale du FMI attendue au Bénin et Koukpaki n'est plus membre du gouvernement, signification d'une soustraction. L'ambassadeur candidat Wansou apporte son éclairage. Merci à vous, Kadera Chirou, pour la présentation de la une des journaux de ce jeudi matin. Nous rappelons que les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national. Vous pourrez également les avoir en ligne si vous faites partie de la diaspora. Nous allons passer au sport, une présentation de Jonathan Adensi. Jonathan Adensi, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons donc sport avec les dernières prestations de la sélection nationale. Oui, nous avons la sortie médiatique du capitaine des écureuils, Stéphane Tesseyon, qui préfère retenir les points positifs de leur laborieux match nul concédé contre la Tanzanie dimanche dernier au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Il s'est également exprimé au sujet des attentes du public. Suivons-le pour plus de précisions. Je ne suis pas satisfait de ma prestation. Je suis surtout... Vous savez, comme il a dit Omar, c'est un match amical. Donc ma prestation, que ce soit bonne ou pas, ça m'est égal, excusez-moi du mot. Mais je pense qu'il fallait surtout travailler collectivement, mettre un truc en place, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc moi, je préfère plutôt regarder l'aspect collectif à l'aspect personnel. On a la chance de pouvoir, sur les matchs qu'on a pu faire auparavant, on peut rajouter ce match d'aujourd'hui. Il n'y a pas que des choses négatives. Voilà, il faut positiver. Moi, ça me désole quand j'entends des questions. Oui, le public béninois n'est pas... on gagne, mais on ne fait pas du jeu. Ben, à un moment donné, vous voulez quoi? Vous voulez du jeu, vous voulez des résultats. Voilà, il faut savoir ce qu'on fait. Vous demandez qu'on joue au foot. On joue sur une pelouse mais qui est catastrophique. Vous voulez qu'on joue au foot? Non, ça voilà. Une pelouse, elle est impraticable. On essaie de faire avec, on essaie de donner le maximum. On ne gagne pas. Il y a d'autres qui ne sont pas satisfaits. Moi, ça me désole. Maintenant, en ce qui concerne le match, le match, oui. Et c'est pour ça qu'on a la chance de faire des matchs amicaux, pour pouvoir en tirer des leçons de tout ça. Aujourd'hui, ce match qu'on a fait, on n'est pas satisfait, nous en premier, parce qu'on vient pour gagner. On ne gagne pas, on ne perd pas, c'est une bonne leçon. Le football, tu ne gagnes pas, tant que tu ne perds pas aussi, c'est qu'il y a quelque chose de positif. Donc ce soir, nous, en tout cas, tous joueurs, parce que aussi il y a l'aspect sportif qui se passe, et il y a les aspects aussi qui sont en dehors du terrain que beaucoup de personnes ne savent pas. Il faut dire, ça fait 2 matchs en une semaine qu'on joue. Il y a l'aspect voyage et tout. Voilà, il y a toutes ces conditions qui ne facilitent pas aussi un résultat pour ce soir. Mais moi, je suis satisfait. Aujourd'hui, on ne gagne pas. Mais voilà, il y a quand même un point, un match nul qui nous satisfait, nous les joueurs, parce que le Cotonou n'était pas forcément ce qu'on voulait. Mais un point, à défaut de gagner, c'est pas mauvais. Esaü FC à 90 minutes de la qualification des playoffs. Oui, Esaü Football Club effectue un déplacement délicat au Saint-Louis Stadium de Craqué. Les poulains du technicien Richard Billot y affrontent le club de l'USS Craqué cet après-midi. Une victoire serait décisive pour accrocher les playoffs du championnat national. Ainsi, une équipe de votre Web TV était au dernier entraînement des joueurs du club de Clément Adéchian pour avoir leurs impressions d'avant-match. Suivez plutôt. Nous sommes vraiment motivés pour ce match parce que nous sommes conscients de la situation. On est juste à 90 minutes de notre qualification pour les playoffs. Donc l'ambiance du groupe, tout va bien. Et par la grâce de Dieu, nous irons arracher la victoire demain. Les responsables nous ont vraiment motivés, ils nous ont envoyé des mots et doubler notre prime de match en cas de victoire là-bas. Et raison pour laquelle nous sommes vraiment motivés. Donc demain, nous allons faire de notre mieux pour prendre ce que nos responsables nous ont promis. Le groupe se porte bien. Nous nous déplaçons à Craqué demain pour aller jouer de la même façon. Nous restons dans le même schéma. Il s'agit pour nous d'aller jouer, d'aller nous battre là-bas.
et de ramener un bon résultat de là-bas. Nous n'avons pas de pression, nous sommes optimistes, nous savons ce que ça veut dire gagner là-bas parce qu'effectivement si nous allons gagner, nous sommes déjà sûrs d'être qualifiés pour les playoffs. Donc c'est dans cet objectif que nous allons là-bas. Nous allons nous battre pour cela. Donc il n'y a pas de pression. Nous allons jouer comme on a l'habitude de le faire et sans pression. Un déplacement plutôt stressant de ZAUFC donc à craquer. Wilmots démissionne de son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Oui, Marc Wilmots, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, d'un commun accord avec la sélection ivoirienne, a mis fin mercredi dernier à leur collaboration. La défaite à domicile 2-0 des éléphants contre le Maroc, mettant fin au rêve de Coupe du Monde de la Côte d'Ivoire, a laissé des traces du côté des dirigeants et surtout du public. Dans le top 30 à son arrivée au classement FIFA, les éléphants sont aujourd'hui à la 61e place du classement. Matt Wilmots a officialisé la rupture ce matin sur Twitter. En Italie, Ventura n'est plus leur sélectionneur, nous en parlerons également. Oui, au lendemain de l'élimination subie en barrage du mondial, Gianpiero Ventura a été débarqué de son poste de sélectionneur de l'Italie. Une décision prise par l'état-major de la fédération italienne. On lui reproche de la lassitude et des difficultés à tirer le maximum de ses joueurs, bref, à les motiver. Selon la presse italienne, Carlo Ancelotti, lui aussi débarqué du Bayern Munich il y a quelques semaines, serait en pole position pour reprendre le flambeau à la tête de la sélection italienne. Merci à vous, Jonathan Adessi, pour ces informations sportives. On va se retrouver demain, nous serons vendredi. Merci à vous et agréable journée. Nous passons donc au débat et nous recevons Babilas Atikparou, directeur de publication du journal Libération. Le débat sur Frématin, Babilas Atikparou, c'est bien ça. Oui. Vous êtes le directeur de publication du journal Libération. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Frématin. Nous sommes avec Kader Achiro pour le débat. Alors, Babilas, ça appelle à mobiliser autour du RAVIP. Est-ce que finalement, une manière pour les politiciens d'attirer l'attention du chef de l'État? Moi, je dirais que le jeu en vaut la chandelle. Le jeu en vaut la chandelle en ce sens que nous n'allons pas lier les soutiens au RAVIP au soutien politique. Ici, nous sommes purement dans un recensement et appeler à la mobilisation, je pense que ça vaut vraiment la peine et qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition. Je pense qu'il fallait le faire, il faut le faire pour qu'il y ait d'engouement autour de l'outil pour que tout le monde, tous les Béninois puissent se faire enrôler et qu'à la fin, nous puissions avoir le résultat escompté. Mais donc, les partis politiques appellent à mobiliser autour du RAVIP. Est-ce qu'ils ne pourraient pas attirer l'attention du chef de l'État, par exemple, sur les difficultés comme les kits qui manquent dans certains départements? Le comité mis en place pour diriger, pour conduire les travaux, avait déjà dit que ces genres de situations pourraient se poser. Donc, éventuellement, dans la mise en œuvre, des efforts seront déployés plus tard. Dans la mise en œuvre, beaucoup de choses seront corrigées. Et donc, nous n'allons pas nous affoler et que peut-être que ça va faire capituler la mise en œuvre de l'outil, mais patientons et éventuellement les choses, au fur et à mesure que l'outil évolue, les choses seront corrigées. Kader Achiro. Cet appel ou ces appels à mobilisation du RAVIP, pour ma part, sont vains. Sont vains parce qu'il n'y a pas d'information. Quand ce sont des gens qui veulent plaire au chef de l'État, quand ce sont des gens qui veulent attirer l'attention du chef de l'État sur leur personnalité, leur simple personnalité, unique personnalité, pour la simple raison, la simple cause, pour essayer d'avoir quand même une nomination ou bien une attention un peu plus particulière. Cette mobilisation aurait eu beaucoup plus, cet appel à mobilisation aurait beaucoup plus de valeur s'il rimait à une vulgarisation en quelque sorte du projet, même en son sens, à travers l'information des populations, des avantages et atouts du RAVIP, ce qui n'est pas fait pour la plupart du temps. On se rend dans une salle de classe ou dans la cour d'une école, on essaie de mobiliser quelques femmes, quelques enfants, et à coup de banque de billets, et on leur passe le message comme quoi le RAVIP c'est une bonne chose, il faut le faire. Et il faut le faire dans quelles conditions? Vous dites que c'est une carte qui va simplifier la vie,
Mais je pense que c'est la CAF qui va encore rendre la vie encore plus pénible. Et pourquoi vous le dites? Le RAVIP, c'est une très belle opération. Parce que quand on parle d'une opération, d'une carte biométrique où il n'y a pas de mesures sécuritaires au niveau de l'enrôlement, je veux parler du déficit de personnel, du déficit de fiabilité des informations qui leur sont données, parce qu'au-delà de la carte d'identité, au-delà des informations qui sont mises sur la carte d'identité, quelqu'un qui a 15 ans, 16 ans, parce qu'on le fait la carte d'identité par procuration parentale, et que par le passé, 5 ans après, il a pris de la taille, il a été un peu plus élancé, et qu'on se fie aux données qui sont sur la carte d'identité, c'est un problème. Ceux qui viennent avec les actes de naissance et qu'on essaie de poser des questions qui répondent de façon aisée, je pense que là aussi, c'est un autre problème. Il n'y a pas une stratégie pour authentifier les informations qui sont fournies. Au-delà de cela, au-delà du déficit de personnel, au-delà du manque de kits, comme l'a évoqué Babila tout à l'heure, je vais quand même m'appesantir sur l'opération en elle-même réellement. On a dit que ce serait une carte biométrique, ça va simplifier la vie et autres, mais dans les grands pays, dans les grandes métropoles, l'État n'organise pas des recensements comme ça pour dire qu'il veut faire de la collecte de données, non. Mais c'est peut-être au niveau de la réalisation de la carte d'identité, au niveau des actes administratifs et d'état civil, qu'ils le font directement pour essayer quand même de voir, parce que vous soyez citoyen ou pas, qu'il pleuve ou il neige, vous aurez besoin forcément de l'administration civile, vous allez peut-être au niveau de la réalisation des papiers, et c'est à ce niveau-là qu'on va vous prendre pour essayer de le faire. Donc c'est une longue opération. Maintenant on veut essayer de le faire pour que ça serve en quelque sorte comme une méthode pour avoir des chiffres fiables en ce qui concerne l'évolution démographique du pays, c'est quand même bien. Quand on parle d'appel à mobilisation, le peuple béninois, ou moi, peut-être à ma personne, je serais peut-être fier de voir peut-être Boniaï appeler à la mobilisation du RAVIP, ça me ferait beaucoup plus sérieux, de voir des gens qui sont en divergence constante avec Patrice Talon, comme Laurent Menton et autres, dire de façon objective peut-être qu'il faut aller quand même s'enrôler pour le RAVIP, c'est quand même une bonne chose. Comme Soglo, une fois de dernier, c'est s'installer et autres, qui se divisent. Ça va venir, ils ont 6 mois pour faire les réglages de côté des difficultés. Ils ont 6 mois. Et puis ils ont du temps pour le faire. Je pense que l'impératif est là aujourd'hui, les attentes sont là, mais je pense qu'on aurait pu en mesurer les exigences depuis par le passé, parce qu'il y a eu beaucoup de temps, pour ne pas dire quelques temps, pour le faire. Même les agents même parlent d'une mauvaise formation de certains dans l'heure, ou bien une mauvaise acquisition des acquis qu'ils devaient avoir, ou des enseignements qui leur ont été donnés, parce qu'il est incompréhensible. Moi, j'ai été sur le terrain une fois, j'ai vu un agent se plaindre de son collègue pour dire que ceux qui sont là-bas en principe doivent prendre des informations, et eux, ils sont là pour finir le boulot. Mais ceux qui sont là-bas ne font rien de concret, et eux, ils sont obligés maintenant de reprendre encore tout le processus, tout ce qui plombe en fait l'élan de l'opération. Par rapport à tout cela, on devait déjà penser déjà, analyser tout cela avant peut-être de mettre les agents sur le terrain pour dire de faire enrôler, parce que comme ça a été le cas aussi à Sakité et autres, les gens sont là, les gens sortent, parce que dans les villages où les gens ne font rien pratiquement, à part les activités champêtres, les gens veulent aller voir et vraiment se faire enrôler pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est l'oisiveté qui fait sortir les gens, c'est pas évident, par parce qu'ils ont compris par endroit, c'est l'oisiveté, par endroit, c'est curiosité, par endroit, c'est une question de voir de quoi s'agit-il, je vais voir ce qui se passe. À Cotonou, quand on voit la mobilisation aujourd'hui, comparément à la mobilisation à Sakité, Kétou, Koubé et autres, c'est pas la même chose aujourd'hui. Là-bas, ils sont déjà à plus de 800 voire 1000 personnes qui sont déjà enrôlées, alors qu'il y a des centres ici à Cotonou qui ont à peine 300 personnes qui sont déjà enrôlées. Donc ça pose déjà un problème aussi, parce qu'à Sakité, par exemple, quand on prend la résolution 1, il y a déjà au moins, ils sont déjà au-delà de 1000. Donc je pense que c'est des choses qu'il faut essayer de relativiser, qu'il faut essayer de voir et essayer de communiquer au-delà de la communication propagandiste qui est faite autour du projet, communiquer dans le fond, dans les avantages et les atouts du projet pour que les gens qui ne sont pas peut-être les avantages sont bien connus. Voilà, aujourd'hui, nous n'allons pas polémiquer autour des avantages de l'outil, c'est bien connu et je pense que la communication passe très bien par rapport aux avantages de l'outil. Et lorsque Kader évoque la fiabilité de l'outil, je pense que dans la mise en œuvre, l'outil serait bien fiable. Lorsque, par exemple, vous n'amenez pas les documents adéquats pour vous faire enrôler, je pense qu'à base peut-être de témoignages, ça se fait et c'est bien connu. Sinon, normalement, partout, vous pouvez vous faire enrôler sur l'ensemble du territoire national. Mais pour avoir le témoignage, il faut que ça soit dans votre lieu, dans votre localité, voilà, tout à fait, pour recueillir le témoignage. Donc, le point ne se pose pas à ce niveau-là. Et que les opposants, que certains opposants peut-être ne sortent pas pour appeler peut-être à la mobilisation. Je pense que c'est de bonne guerre, ils sont dans leur rôle, mais pourtant,
pourtant, notons que ceux-là, peut-être qui ne disent rien et qui sont dans l'ombre, et ceux-là, peut-être que je parle bien sûr de certains ténors de l'opposition qui sortent peut-être et qui décrient l'outil et qui intoxiquent par rapport à l'outil, ceux-là, mais pourtant, ils se font enrôler. Est-ce qu'ils ont le choix en fait? C'est national. S'ils ne vont pas enrôler, comment ils vont voyager après? Voilà, au même moment où vous criez que l'outil n'est pas bon, l'outil n'est pas adéquat, que l'outil ne va servir à rien, et que peut-être que c'est abus électoral, tout ça, mais pourtant, vous passez derrière et c'est vous qui allez vous faire enrôler. Et vous demandez aux populations de ne pas le faire. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Simplement, on veut saboter simplement l'outil pour des raisons, n'est-ce pas, Babila? Tout à fait, pour des raisons. Kader Achirou, allez-y rapidement parce qu'on passe au second sujet. À l'intoxication, je dirais que ce n'est pas une question d'intoxication, ce sont des inquiétudes qui ont été évoquées par la classe politique, en l'occurrence l'opposition, par rapport à l'implication de Safran dans la réalisation des RAVIP. Voilà, et on en a déjà parlé plusieurs fois sur ce plateau. Et l'autre partie qui étonne aussi, qui inquiète aussi toujours la classe politique de l'opposition, c'est dans les articles qui composent le statut du RAVIP, c'est qu'il est prévu qu'on pourrait extraire des données pour la réalisation d'une liste électorale permanente informatisée, ce qui fait que jusqu'à présent aujourd'hui, le gouvernement actuel peine à installer les membres du COSLEPI, vu déjà que la date est passée et que 2019 est déjà à l'orée. Merci à vous, Kader Achirou. Nous passons donc au second sujet, la grève dans le secteur de la santé. On sait que le chef de l'État a eu à les rencontrer, il a été ferme et puis apparemment ça a payé parce qu'ils vont jeter les armes, Kader Achirou. La grève dans le secteur de la santé aujourd'hui, je dirais, on attend de voir d'ici 1 ou 2 semaines parce que quand on voit... Il y a une déclaration ce soir. Il y a une déclaration qui est prévue pour aujourd'hui. On attend de voir la déclaration parce que je me demande si après la rencontre entre le chef de l'État mardi, ils ont été en grève. Alors pourquoi tout de suite on décide de suspendre les mouvements? C'est une grande inquiétude parce que déjà après la rencontre qu'ils aillent en grève, c'était déjà une inquiétude d'abord. Maintenant, tout de suite après, qu'ils fassent une grève de peut-être 48 heures, 112 heures et qu'ils reviennent encore sur le pas, c'est d'abord... C'est des négociations, certainement. C'est une bonne nouvelle qu'on apprenne qu'enfin les gens pourront aller dans les hôpitaux publics se faire soigner aisément. Les gens pourront aller quand même dans les hôpitaux pour se faire pour avoir de bons soins. Mais le problème que moi je me pose sur ce plan, peut-être je suis peut-être en phase avec le chef de l'État où il faut essayer quand même de restructurer, de restaurer l'administration publique au niveau du secteur sanitaire parce que quand on voit au-delà des cadres qui sont chevronnés et qui peut-être auront des arguments très pertinent et percutant pour essayer de défendre les conditions de vie des travailleurs, mais au niveau du traitement des patients, au niveau du traitement de nos malades, il faut dire que quand vous n'êtes pas bourgeois, vous n'êtes pas de la bonne classe et que vous allez dans les hôpitaux, vous avez un traitement tout à fait même le chien est mieux traité que vous. Vous allez dans les hôpitaux, on vous parle mal, on vous parle dans un langage décevant, un langage qui n'est pas du tout courtois. Vous allez dans les hôpitaux, les dames, elles vous disent peut-être, moi je descends à 18h, alors que vous êtes là, vous avez prêté serment, vous êtes assermenté, vous devez peut-être sauver une vie, vous dites, bon, à 18h, moi je dois partir, donc il faut faire ci, il faut faire ça. On ne prend pas les choses en compte, ce qui fait que généralement, vous allez voir, la plupart des parents, il y a des gens qui vont vous dire que moi, dès que je tombe malade, ne m'amenez jamais au CLHU. Parce qu'on estime qu'on joue tellement avec la vie humaine que parfois, il y a des vies qui en parlent. Donc je pense qu'il est impératif aujourd'hui. Et ce que moi je demanderais peut-être aux dirigeants actuels, c'est vrai que l'idée de peut-être faire un affermage, peut-être trouver une réforme, est peut-être salvatrice, mais dans la même mesure, quand on sait ceux qui veulent le faire et qu'on sait déjà ce qu'ils sont en train d'entreprendre à travers divers secteurs opposés, on a crainte d'une privatisation sérieuse de l'entreprise, de l'administration, pour des intérêts personnels et égoïstes et inavoués. Mais ce qui doit être fait et qui doit être impératif aujourd'hui, c'est de trouver à travers de nouveaux tests et de nouvelles applications des dispositions sérieuses pour que désormais quelqu'un qui est à l'hôpital et qui est peut-être a des entraves peut-être à la vie de quelqu'un ou peut-être essaie un temps soit peu de manquer le service peut-être pour des raisons qui n'évoquent pas parce que la fonction publique c'est surtout ce problème d'abord. Ça c'est au niveau peut-être une réforme au niveau de l'administration publique, c'est au niveau de la ministre de la fonction publique. Pourquoi on essaie d'instaurer des dispositions pour que désormais l'administration publique soit régulée comme l'administration privée? Soit régulée comme l'administration privée parce qu'il est inconcevable
que des gens, parce qu'ils sont dans le public, se disent j'ai tel nombre d'années de carrière à faire, je n'y vais pas aujourd'hui, mon salaire sera là. On n'y va pas. Dès qu'on a un petit problème, on essaie de... Je crois que ça a été corrigé un tout petit peu à ce niveau-là. Le problème est là. Et je pense, et comme je le dis, il faut maintenant, de temps en temps, avoir les avis des couches les plus défavorables, les plus démunies, qui se rendent dans ces hôpitaux pour savoir comment ils sont traités. Parce que ça ne sert à rien de dire que l'hôpital est là aujourd'hui, alors que les vrais bourgeois, les vrais aisiers ne se soient peut-être pas à Cotonou, ne se soient même peut-être pas au Bénin. Les quelques rares qui se soient au Bénin, ce soient dans les grands centres de santé privés. Rares d'entre eux vont dans le public. Ils sont prêts à payer le prix fort pour être bien. C'est ça que les couches défavorisées démunies. Donc il est impératif qu'on essaie d'améliorer les conditions de travail. D'abord, des agents de la santé, mais au-delà de cela, des conditions de recevabilité de ces patients pour qu'à la finalité, ils puissent avoir un meilleur accueil et se sentir aisés. Je dis que ça, c'est un service. À vous, Kader Achirou. Babilas. Oui, apparemment, Kader aurait voulu que la grève dans ce secteur-là continue toujours, parce que pour sa part, c'est trop tôt de suspendre la grève. Je pense que c'est attendu depuis le samedi où le chef de l'État a reçu les syndicats. Automatiquement, normalement, on s'attendait à ce que la grève s'arrête. Moi, personnellement, j'ai été à cette rencontre-là et j'ai suivi de bout en bout les discussions, et le chef de l'État a été clair. Et ils se sont compris, même sur place. Voilà. À mot dévoilé? Non, est-ce que c'est le cas? Sinon, les syndicalistes ont exprimé clairement qu'ils ont compris et que peut-être c'était une mauvaise communication qui n'a pas permis à ce qu'ils perçoivent mieux l'importance des réformes et de tout ce qui se passait. Donc, ils se sont compris et on s'attendait à ce que la grève s'arrête automatiquement, mais ça n'a pas été le cas. Ils ont estimé qu'il faille aller consulter la base. Ce qui a été fait, sinon normalement un protocole d'accord devait être signé déjà le lundi, ce qu'ils ont demandé, mais malheureusement ça a traîné un peu et que finalement ils ont consulté leur base et à partir d'aujourd'hui je pense qu'ils ont suspendu définitivement la grève dans ce secteur-là qui court depuis août. Depuis août, je pense que c'est déjà ça fait trop longtemps déjà, et que c'est déjà bien pour les patients des centres de santé. Maintenant, Kader a soulevé ce qui se passe un peu dans ce secteur-là, et je pense que personne n'a intérêt à ce que les choses évoluent de cette manière-là. Et c'est dans cet objectif-là que le chef de l'État a décidé d'opérer des réformes dans le secteur, ce qui est vraiment à saluer. Et souvent, j'ai l'impression que le chef de l'État est mal compris. Il est mal compris sur les réformes qu'il engage. Et c'est ça qu'Kader a évoqué comme si c'est une privatisation de ce secteur. Non, je pense que nous n'allons pas lier l'affermage à la privatisation, pas du tout. Et le chef de l'État l'avait clairement expliqué le jour de la rencontre. Et c'est tout juste, on essaie de prêter d'intention au chef de l'État. On essaie de prêter d'intention aux membres du gouvernement. Sinon, en réalité, ce n'est pas ce qui est. Non, qu'on lui prête des intentions. Non, ce qui est sûr, il faut être astucieux pour quand même essayer de diriger, pour diriger convenablement, pour faire avancer les choses. C'est normal. Mais je pense que Patrice Talon n'est pas dans une dynamique à rater le développement au Bénin, mais plutôt il est dans une dynamique à faire développer le Bénin. Il est dans une dynamique à rester dans les annales, et c'est de ça il s'agit. Mais donc les réformes dans ce secteur-là vont permettre quand même à ce que le secteur puisse renaître de ses cendres. Parce que Kader l'a évoqué. C'est très important, c'est un secteur vital quand même. Voilà, c'est vraiment important, et beaucoup de choses se passent dans ce secteur-là. Et il est vraiment important qu'on opère des réformes dans ce secteur-là
pour faire avancer les choses. Merci à vous, Babelas Atekparon. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Libération. Nous avons donc parlé donc du RAVIP et de la grève dans le secteur de la santé, cette grève qui prend fin, donc qui a déjà pris fin. Et il y aura une déclaration officielle qui se fera aujourd'hui. Merci à vous, Adera Chirou. C'est la fin de Free Matin. Merci pour l'attention. À demain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.